on a toujours, souvent en tout cas, l'impression que le droit de l'Union, et le droit social de l'Union en particulier, doit presque justifier son existence. Et cela nous semble que c'est pour deux raisons différentes qui permettent un peu de mettre à jour les tensions qui font l'objet de cette discussion, de cette seconde table ronde, les tensions qui animent l'idée même d'Europe sociale et de justice sociale. Si je résumais en quelques mots ces tensions, la première tension, c'est peut-être la notion même d'Europe sociale, le paradoxe perpétuel qui est celui de la compétence en droit de l'Union, puisque quand on parle d'Europe sociale, c'est pas toujours très facile de savoir de quoi on parle. Est-ce qu'on parle d'une Europe que l'on voudrait plus sociale, comme une sorte d'objectif politique, ou est-ce qu'on parle de façon un peu plus technique de l'extension des compétences de l'Union en matière sociale? Et les deux ne vont pas forcément de pair, hein, parce que parfois on voit bien que l'extension de la compétence sociale au sens très large se traduit par des régressions ou en tout cas des hésitations. Et ici, l'exemple le plus flagrant, c'est la mobilité, où on étend la mobilité, mais celle-ci fait craindre en retour des phénomènes de tourisme social, et on voit quelques années après, quelques décennies après parfois, dans la jurisprudence nationale, dans la jurisprudence de la Cour, je pense évidemment à l'arrêt d'Anneau, des mécanismes de défense, des mécanismes qui sont peut-être un peu en recul. Et à l'inverse, d'autres fois, on a des mouvements inverses où l'Europe sociale avance en dépit de la compétence. Et on a beaucoup parlé, on va sans doute reparler dans un instant de la directive rémunération. Il est quand même très frappant qu'on adopte une directive salaire minimal alors qu'on a une interdiction dans l'article 153, paragraphe 5 du traité, d'adopter des textes en matière de rémunération. Alors évidemment, on sait bien que comment une rédaction habile peut permettre d'éviter ce genre de difficultés, mais enfin, elle se pose quand même, et elle pose, nous semble-t-il, des questions qui sont vraiment frontalement liées à l'existence même, hein, de l'Europe sociale. Et peut-être la deuxième série de complexités ou de paradoxes sur les fondements vient du fait qu'on ne sait pas toujours très bien pourquoi est-ce qu'on adopte des règles en matière sociale. Il y a ici des tensions qui existent, que tout le monde connaît, les tensions entre l'Europe sociale d'un côté et l'Europe économique de l'autre, les règles qui résultent ou qui sont sécrétées par le marché intérieur. Tout le monde se souvient des affaires Laval et Viking, évidemment, qui ont mis ces tensions peut-être de façon très explicite à jour. Mais enfin, on se souvient aussi de la brutalité de la crise économique qui a conduit à une relégation brutale de la question sociale, à une sorte d'endormissement du droit social, quand ça n'est pas une éviction pure et simple. Et il y a ici cette contradiction, Sylvaine Lelon le disait il y a un instant, c'est peut-être des moments un peu comme ça qui montent et qui descendent. Le balancier semble aujourd'hui pencher vers un renouveau des questions sociales, mais ce renouveau, c'est aussi un renouveau des fondements, puisqu'on le voit bien à travers le socle, on le voit bien à travers le Green Deal, on le voit bien à travers la politique des droits fondamentaux. Désormais, le droit social de l'Union, ce n'est pas uniquement l'article 153 et ses déclinaisons dans des textes qui sont plus ou moins... qui vont plus ou moins loin en matière sociale. L'exemple qui a circulé tout le long de cette discussion du temps de travail est très, très frappant, puisque désormais, la directive ne s'interprète plus qu'à la lueur de la charte des droits fondamentaux, qui elle-même implique des interprétations qui sont différentes et qui infusent, alors plus ou moins vite, pas très vite en France, il est vrai, mais enfin désormais c'est quand même bien acquis, qui infusent dans les droits nationaux. Alors tout ceci conduit les juridictions, les institutions à opérer des arbitrages qui sont parfois techniques, parfois politiques entre ces différents fondements. Les affaires Laval et Viking, ce sont des arbitrages qu'on peut contester, mais des arbitrages néanmoins. Il y a des arbitrages plus récents, peut-être plus discrets. J'en prendrai un seul exemple qui est bien connu de Madame Préchal, qui est l'arrêt sous la direction, qui a été rendu sous sa direction en juillet 2023, où il s'agissait de savoir si la raison d'être d'une directive sur les licenciements collectifs pouvait se trouver dans la protection des licenciements individuels. La réponse était négative, mais ici l'importance n'est pas de discuter de la discussion même, mais de la solution même, mais plutôt de montrer à quel point, en fait, ces fondements-là cette discussion sur les fondements des normes, elle est, nous semble-t-il, au cœur de toute cette discussion sur l'Europe sociale.
Et c'est pour en parler donc désormais avec ce nouveau tour de table dont je me réjouis de procéder à cet échange de différents niveaux entre les acteurs premiers concernés, en commençant donc par Sylvaine Lolo.